bonjour. Bonjour. La dernière fois qu'on vous a quitté, on venait de se perdre dans la montagne. Le lendemain matin, quand on s'est levé, le surlendemain matin, quand on s'est levé, le temps était plutôt mieux. Alors, c'était pas grand soleil, mais c'était pas pire. Donc, on a pris un petit déjeuner, on a pris notre temps pour prendre notre petit déjeuner en espérant que ça se lève un peu, et ça s'est levé un tout petit peu. Du coup, on est allé refaire une petite marche en montagne bien moins longue. Alors, elle a été donnée pour 3/4 d'heure aller, 3/4 d'heure de retour. Et sachant que nous, on met toujours beaucoup plus de temps puisque on prend toutes les petites bêtes qu'on voit en photo, en film. Mais en fait, c'était super. Les paysages étaient vraiment beaux. Alors d'un côté, on avait ce que je voulais vraiment voir, hein, et ce que j'aurais été frustré de ne pas voir, c'était ce qu'on appelle l'amphithéâtre. Donc c'est une très grande falaise. Elle est, je crois, en surface développée 5 ou 10 fois plus grande que la fameuse falaise El Capitan des États-Unis. Donc c'est une très grande falaise qui se termine par 2 pics rocheux. L'un s'appelle la Sentinelle, celui qu'on voit sur la droite des images. Et en fait, on le voit mieux du côté de l'Afrique du Sud, parce que il faut imaginer que la différence entre l'Afrique du Sud et le Lesotho, c'est que le Lesotho, de ce côté-là, se termine par un plateau qui s'apparente au haut d'une falaise. Et nous, on est en bas de la falaise. Or, une falaise, on la voit beaucoup mieux du bas que du haut. Donc c'est ce qu'on avait d'un côté. Et de l'autre côté, on avait une très belle gorge dans laquelle coulaient plusieurs cascades. Donc on était à peine partis qu'on a vu des petits... Je sais pas ce que c'est. Des petits cabris, des petits... Ouais, comme des petits chamois locaux. Comme des petits chamois, oui. Donc ça, c'était sympa. On les a vus d'assez près. Et puis après, on a vu des insectes qu'on n'avait jamais vus. On en a vu un qui était orange rouge fluo, très joli, de jolis lézards, une super jolie chenille, toute velue, qui semblait toute douce. Et puis voilà, on a repris la route. Et on était content d'avoir pu voir ce paysage un peu sous le soleil quand même. Les nuages étaient levés, mais on nous promettait une nouvelle dépression à venir et donc il fallait repartir de là. Alors on a fait demi-tour, ça paraît curieux quand on regarde l'itinéraire qu'on a suivi. Manu avait défini comme but pour passer la nuit suivante la petite ville de Zastron. Pour une raison simple en fait, c'est qu'on s'appuie beaucoup sur Windy, l'application et le site web Windy pour avoir des bonnes prévisions météo, et Zastron se trouvait exactement à la limite où on retrouvait un petit peu de soleil. Or on avait besoin de soleil pour, ne serait-ce que pour faire la lessive, après l'épisode du Drakensberg où on avait été rincé. Donc on avait besoin de se poser un petit peu et on avait choisi cette cible-là de Zastron. On s'est retrouvé tout seul dans un camping qui était au pied d'une montagne, qui était très jolie, très vaste. Et cette montagne est réputée parce qu'elle abrite une colonie de vautours. Les vautours du Cap. De vautours du Cap. Donc nous, on espérait pouvoir les voir et en fait, on ne peut pas parce qu'ils sont de l'autre côté de la montagne, bien tranquilles, c'est normal. Donc on a fait une petite randonnée, mais d'abord, quand on s'est posé à Zastron, on a eu quelques petits soucis de santé avec Oscar qu'il a fallu régler. Tout vient du fait que j'ai voulu nettoyer le circuit d'eau, ce que j'avais pas eu le temps de faire au départ à Twana Lodge. Donc ça se fait avec du vinaigre, c'est une procédure qui n'est pas très compliquée. Mais en faisant ce nettoyage, j'ai purgé le circuit et donc j'ai malheureusement créé une fuite dans un petit robinet de purge que j'appelle ensuite le robinet de soupape, mais ça revient un petit peu au même, qui permettait par définition de vider complètement le circuit d'eau. On a un problème d'eau et ça c'est super embêtant si ça se passe dans le coffre. D'ailleurs je vois qu'il y a de l'eau qui a fui près de l'électricité là. On a le robinet de purge qui est là, qui a rouillé et donc maintenant il fuit par ici. Donc j'ai essayé de le retirer, mais comme j'ai pas la purge par définition, j'ai encore de l'eau dans la tuyauterie. Et tout à l'heure j'ai essayé d'enlever et ça a à moitié explosé, avec plein d'eau partout. Du coup, on a demandé, on avait fait connaissance avec quelqu'un dans le village en s'arrêtant.
Donc Manu est retourné voir ce gars qui lui a dit qu'il y avait sans doute quelqu'un qui pourrait nous aider le lendemain matin. Enfin, tu es passé voir d'ailleurs ce type, Ronnie. Oui, c'est une petite ville, donc c'est très sympathique, tout le monde se connaît. Et Ronnie t'avait donné rendez-vous le lendemain, il fallait que tu le démontes. Eni. Il fallait que tu le démontes pour qu'il puisse voir s'il pouvait le réparer ou pas, mais il avait bien confiance. Cette pièce, en fait, elle a rouillé parce qu'il y a un joint à l'intérieur. Et ce joint a dû se casser, un joint probablement caoutchouc. Il a dû s'effriter au bout de 30 ans. Du coup, le lendemain matin, à la première heure, pour éviter d'avoir trop chaud, on a fait une petite promenade dans les montagnes, qui était sympa, c'était joli, mais on n'a rien vu d'extraordinaire. Enfin, on n'a pas vu. Pourtant, nous, on est même une petite bête, ça nous fait vraiment frémir. Ouais. Là, il n'y avait rien du tout, il n'y avait que quelques papillons. Donc, en redescendant, nous sommes allés voir Eni, qui a fait tout son possible pour nous réparer la pièce, mais en fait, ça n'a pas marché. Non, il y a juste Isabelle qui a trouvé son compte parce que juste à côté. Ah oui. D'abord, on a pu faire réparer mon pantalon en mettant un bouton, et ensuite, tu as commencé à essayer des robes. J'aime bien voir des habits des pays qu'on traverse. Voilà, donc on a fait un petit peu le marché très rapidement. Et puis ensuite, eh bien, on est resté 3 jours environ à cet endroit. Voilà, j'ai retiré le robinet de soupape et j'ai essayé une première fois de le réparer sans succès. Alors le problème, c'est d'arriver avec ce joint qui est très particulier, qu'on peut évidemment pas trouver comme pièce détachée ici, de créer une étanchéité parfaite quand on le remet comme ça. Donc il y a la lèvre du joint qui va venir s'engager dans la gorge qui est ici. J'ai tout nettoyé avec du vinaigre blanc plusieurs fois, une petite brosse à dents. Et le but, c'est de remettre ça comme ça. Voilà, avec le couvercle par-dessus. Et venir serrer avec les deux écrous qui sont là. On va retester, mais à chaque fois qu'on teste, on prend des risques d'avoir des grosses fuites et donc c'est un peu angoissant. Finalement, après 2 réparations, et je l'ai monté 2 ou 3 fois, j'arrive pas à empêcher une toute petite fuite ici, là. Donc j'ai considéré que cette pièce, je peux pas la réparer. Alors je l'ai chanté tout simplement, le tuyau qui était là, qui recevait cette soupape, je l'ai branché directement en fait de l'arrivée à la sortie. Je vérifie qu'il n'y ait pas de fuite avec le petit sopalin là. Et on va faire comme ça, donc on n'aura pas de soupape, mais au moins on n'a pas de fuite. Je rachèterai une soupape en France. Je n'ai pas besoin dans l'immédiat parce qu'on est en Afrique, donc il n'y a pas de risque de gel et donc il n'y a pas pour moi d'obligation impérative de vidanger le chauffe-eau. On a eu d'autres incidents, on a cassé le mécanisme de vitre. Tout ça nous a pris 2-3 jours à régler. Oh non, ça c'est hyper chiant. Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? La fenêtre elle est tombée. Plus clair. On va essayer d'enlever le plastique tout doucement pour pouvoir le recoller tout à l'heure. Et là, on a enfin accès à la vitre. Ça ne veut pas dire qu'on va être en mesure de la remonter facilement. Ça, c'est pas encore gagné. En tout cas, ça va. Donc c'est juste après de la cosmétique. Et l'étanchéité un peu. Putain, on a encore eu peur, bordel. Au moins on va faire le remontage. La prochaine fois on sera plus rapide. On commence la réparation, il faut être patient. Parce que cette petite pièce de rien du tout, qui en fait n'a pas été... qui retient la petite roulette. Attends, parce que c'est... Cette petite pièce là, doit être calé au niveau de la roulette ici. Enfin bon, on croyait que c'était réparé hier.
Et ce matin, au moment de partir, c'est retombé. Et puis ensuite, on est reparti. Et on s'est engagé sur ce qu'allait devenir finalement quasiment le tour du Lesotho pour nous de l'extérieur. Il faut savoir qu'on a vu le Lesotho tous les jours pendant 8 à 10 jours d'affilée sans jamais vraiment pouvoir y entrer au moins officiellement. Et en fait, je ne crois pas que ce soit une route touristique en tant que telle, mais on pourrait la recommander en tant que route touristique parce que tous les aspects du tour du Lesotho sont très très beau, magnifique, paysage de montagne, c'est pas de la haute montagne, mais c'est de la montagne champêtre, avec des petits villages, des parcs nationaux qui alternent, et on s'est vraiment régalé. Alors il y avait une route un peu plus directe, quand même, pour descendre, et Manu me dit le matin, on a deux choix, soit on prend la grande route, soit on peut passer un peu plus dans la montagne, ça fait un petit détour de 20 minutes. Ouais, tout ça est lié au fait qu'on a essayé plusieurs fois quand même de comprendre et voire d'entrer au Lesotho, pas de force, mais de tester pour voir si certains postes frontières étaient un petit peu plus souples. Et donc on s'est arrêté sur la route à un petit poste frontière où j'ai discuté avec un policier qui m'a confirmé qu'on ne pouvait pas rentrer sans avoir de raison valide. Puis ce poste frontière en particulier était réservé aux locaux. Et donc c'est là qu'on a eu le choix de faire une piste ou la route. Et comme on avait un peu de temps, voilà, on a choisi la piste. Si c'était 20 minutes de plus, je dis à Manu, bien évidemment. Non, c'était plutôt 1 heure de plus, je crois. Ouais, 1 heure de plus. Indiqué par Google. Je dis, mais bien évidemment, on prend cette petite route-là, donc on demande aux policiers qui étaient là si on pouvait prendre ce chemin-là. Il nous dit, mais oui, il n'y a aucun souci. Donc nous voilà partis. C'était super joli, on a fait des plans de drone, Manu, il n'y avait vraiment personne comme d'habitude, Manu montait sur Oscar, donc ça c'était sympa, et en fait on a suivi pratiquement tout du long, toute la journée, la rivière qui sépare le Lesotho de l'Afrique du Sud. Et assez tôt, finalement, j'ai défini le projet d'entrer au Lesotho illégalement en traversant cette rivière. Et c'était pas si évident parce que non. Il avait vraiment fallu qu'on cherche où on pouvait descendre parce que c'était quand même assez abrupt et où on avait la possibilité de la traverser à pied parce qu'elle était profonde à certains moments. On n'avait évidemment aucune information sur le sujet, c'est-à-dire que personne ne pouvait nous dire si plus haut dans la montagne, ce serait plus facile ou moins facile de traverser. Donc on se fiait uniquement à ce qu'on pouvait voir. Il y avait un endroit où on aurait pu traverser, où il y avait des chèvres et des bergers. Mais heureusement qu'on n'a pas fait ça parce qu'il y avait un camp militaire un peu plus loin qui surveillait justement le passage de la frontière. Donc on a roulé un petit peu et puis à un moment on s'est arrêté et on a enfin pu traverser le Lesotho. Bon, alors comme on en a marre d'être retoqué au poste frontière, on a décidé d'entrer illégalement au Lesotho. Il suffit qu'on arrive à traverser cette rivière et de l'autre côté c'est le Lesotho. Et voilà, on y est. On est au Lesotho et Oscar, lui, est resté en Afrique du Sud. Alors cette route autour du Lesotho, Manu l'a dit, mais elle est vraiment, vraiment belle. Il n'y a pas beaucoup de densité de population. Les villages sont vraiment très espacés. Et quand je dis village, c'est 2 ou 3 petites maisons. Les gens sont super gentils. On a eu des coucous tout le long de la route. Donc pendant, après qu'on ait traversé la rivière, pendant cette journée de route, normalement c'était 1 heure de détour, mais plus ça allait, plus ça prenait quand même du temps. On a eu un autre souci, c'est que on s'est arrêté pour se baigner. Enfin pour traverser la rivière, et on n'a pas pu redémarrer. Panique. Panique à bord. On était dans la montagne. On n'avait évidemment aucun garage à proximité, aucune aide possible.
Donc il y a un petit monsieur qui s'est arrêté pour essayer de nous dépanner, qui nous a accompagné pendant accompagné. Pendant un moment, puis on l'a perdu de vue. Donc on a réussi à redémarrer Oscar en fait pas en le poussant, en le faisant reculer. Oui, en le poussant en arrière. En le poussant en arrière au point mort. Ça il redémarrait, mais on s'est dit que si on était tous les deux, moi j'ai quand même du mal à... Moi j'ai pu pousser avec le gars, mais toute seule je peux pas pousser 3 tonnes d'Oscar. Donc ça nous paniquait un peu. Et puis on a fini par trouver la panne. On a trouvé la panne. Alors on s'est arrêté en haut d'une... On a continué pendant près d'1 heure jusqu'à trouver une pente suffisamment longue pour pouvoir oser fermer le pour contact. Pouvoir tourner le contact. Et il a fallu que je fasse très attention à ne pas caler en fait. Et sur des routes pas faciles. Où il faut parfois repasser en première à partir de la seconde, c'est un peu risqué de caler. Et on a réussi à pas caler, et puis on a fini par trouver un endroit où il y a une pente sur plusieurs centaines de mètres, et là on a pu couper le contact parce qu'on savait qu'on pouvait redémarrer au moteur, donc sans démarreur, plusieurs fois de suite en cas de besoin. Et on s'est arrêté, on a suivi en fait tous les câbles électriques, parce que très probablement, le problème était d'origine électrique, mais l'électricité n'est pas toujours facile à dépanner, surtout qu'on n'a pas le plan vraiment électrique du véhicule, donc il faut juste essayer de trouver les bons fils pour les connecter correctement. J'essaye. J'essaye de connecter ces 2 fils, dans l'hypothèse que c'est leur déconnexion qui aurait provoqué le problème. Tous les connecteurs qui pouvaient être concernés, je crois qu'on a trouvé un petit relais ici qui a été rajouté, que je ne connaissais pas parce qu'il a été rajouté par notre ami Nico, et je crois que si on met ça là, ça va être beaucoup mieux pour démarrer. Vas-y. Attention la vitre. C'est incroyable comme on a des problèmes en succession et qu'on... putain, soulagé, bordel. Et c'était un immense soulagement de pouvoir repartir. Mais on avait encore perdu un petit peu de temps. Et puis on était à peine repartis que c'était des locaux qui étaient en panne. Oui, on les a dépannés. Ils avaient pas d'essence, soi-disant. Enfin, en fait, ils étaient en panne. Ils ont cru que c'était une panne d'essence. Donc nous, on avait notre bidon. On leur a donné 5 litres d'essence. On en a gardé 5 litres parce qu'on ne savait pas du tout. On était un peu juste. On ne voulait pas leur donner plus de la moitié du bidon. Alors, donc ils nous ont dit que ça suffisait. Mais en fait, c'était pas une panne d'essence. C'était plus grave que ça. On les a... donc il s'est fait tracter. Mais voilà, donc ça nous a pris encore un petit peu de temps. Et on est arrivé tard. Et on voyait en fait la journée qui passait, le ciel qui s'assombrissait par moments, et la piste qui devenait mais vraiment de plus en plus difficile. On n'avait pas trop le choix. Alors on paniquait pas vraiment parce qu'on était vraiment entouré de locaux très gentils, donc on s'est dit si on doit s'arrêter dans un village, on s'arrête dans un village. On pouvait pas faire demi-tour parce que c'était beaucoup trop long. Et quand on continuait, la piste devenait de plus en plus difficile. Je dis c'est un peu l'aventure quand même parce que là, à tout moment, on ne sait pas si on passe. Regarde ce truc-là. Voilà, quand on fait le salon du véhicule d'aventure, on a toujours un peu honte par rapport aux gens qui font de l'extrême, quoi. Aux voyageurs qui ont vraiment des 4x4 qui passent partout. Mais nous en général on est plutôt sur la route, mais il y a quand même des exceptions. Et on ne sait pas du tout où on sera ce soir. Hein.
Mais on est passé. Mais on est passé. Et alors, quand on est arrivé à la fin de cette piste, alors le petit détour d'une heure, ça a pris la journée en fait. Et quand on est arrivé à la fin de cette piste, donc on s'est rendu compte qu'Oscar avait super bien marché et qu'il avait quand même gravi un col. Donc ça, on était contents. Il n'est pas très haut, l'altitude, c'est un peu plus de 2000 mètres, ça a l'air de rien comme ça, mais c'était vraiment difficile comme, la route comme était type difficile, de piste. C'était la piste la plus difficile qu'on ait faite jusqu'à présent, avec celle du Botswana qui était, elle, dans un style boueux, là c'était un style rocailleux. Et quand on est arrivé à la fin de cette piste, il y avait un joli panneau qu'il n'y avait pas au départ, qui disait pour 4x4 uniquement. Et non seulement pour 4x4, mais que c'est une des pistes les plus difficiles du pays, une des 5 plus difficiles du pays. On vient d'arriver à la passe. Par contre, on ne sait pas ce qui nous attend côté descente. Ça reste à voir. Attends. On savait pas. On a passé le col. On ne savait pas que c'était une des top 5 apparemment. Un col parmi les 5 les plus challenging, les plus difficiles peut-être, je sais pas. Underrated, ça veut dire sous-évalué. Big gravel passes. Oui, on avait remarqué ça. Et ben voilà. Oscar l'a fait. Et là, eh bien, la nuit commençait à tomber. Exceptionnellement, on avait réservé un camping cette fois-ci, mais il était évident qu'on allait y arriver à 8h puis 9h et je n'arrivais plus à avoir de contact avec le camping. On n'avait plus de réseau. Je ne sais plus s'il n'y avait plus de réseau ou si le téléphone ne répondait pas. Et il ne répondait pas. Les deux. Et la nuit vraiment était tombée, il était 7h. Donc, on a, grâce à Overlander, on a trouvé ils nous indiquaient un petit camping. On y est allé. Mais ça paraissait impossible que ce soit ouvert, quoi. C'était une petite lampe en bord de route et de cette lampe, on s'engage dans une piste complètement noire, cabossée comme toutes les pistes. Mais sur plusieurs kilomètres, quoi. Donc on se dit, c'est fini, quoi. J'avais juste l'ampoule qui était allumée, c'est tout. Et puis là, on a vu... On est tombé sur un truc improbable au possible. On a vu une petite lumière, donc on s'est approché. Et en fait, c'était un bar. Alors il y avait, bien sûr, ils faisaient aussi guest house, donc on pouvait louer des bungalows. Ils étaient en train de boire des coups, même plusieurs coups. D'affilée, on a demandé si on pouvait aller au camping, alors le propriétaire nous a dit que ça tombait mal parce qu'il venait de rentrer son bétail dans le camping, mais qu'on pouvait rester sur le parking, à l'abri, derrière les bungalows, ce qu'on a fait. On est allé s'installer et on est revenu avec eux. Par chance, ils préparaient des dîners. Alors, il se trouve que c'était samedi soir et en fait c'est le lieu de rassemblement des copains plus ou moins et des locaux du coin. C'était que des habitués. Et alors d'abord ils nous ont accueillis avec un shot, on ne savait pas de quoi. Nous on fait jamais ça. Mais si, c'était du Jägermeister. Ils nous ont fait sentir à plusieurs reprises dans la soirée une espèce de poudre, on ne peut pas vous dire ce que c'est, alors ils appelaient ça une poudre anti-Covid, parce qu'effectivement, il faut en mettre très très peu sur son doigt, sniffer ça, et alors ça nous fait... Ça sent bon, hein, ça sent la menthe, l'eucalyptus, je sais pas. C'est pas de la cocaïne, mais ça se prend comme de la cocaïne. Ça se prend comme de la cocaïne, mais c'est pas du tout de la cocaïne, ça fait aucun effet. On saura jamais ce que c'est. Ça fait aucun effet, sauf que ça nous fait éternuer. À peine on a sniffé le truc, on éternue. Et ensuite, c'était plus un seul shot, c'était 2, puis c'était 3, parce que on se faisait inviter, les locaux voulaient nous offrir des shots. Donc on a passé une soirée à bien rigoler. On s'est couché et on n'a pas mis beaucoup de temps à s'endormir. Donc c'était une des soirées les plus improbables du voyage. Voilà. Et ça a conclu donc le tour du Lesotho. Et on est très content d'avoir pu rentrer au Lesotho. On est très content surtout d'avoir vu tous les alentours du Lesotho. C'est vraiment, encore une fois, une route qu'on recommande. Ouais. Et ça nous a permis de nous remettre dans la direction ensuite de la côte.
La côte sauvage, qui s'appelle la côte sauvage. qui sera la prochaine étape. Voilà, exactement.